Eh bien, salut à tous, c'est le Doc. Aujourd'hui, on va parler du film 300, les leçons de Léonidas. C'est parti, générique. « 300 est un film américain qui est sorti en 2006, qui a été réalisé par Zack Snyder, et ce film reprend le roman graphique de Frank Miller du même nom. Qu'est-ce que ça raconte 300? Eh bien, c'est l'une des plus grandes batailles de l'Antiquité, celle dite des Thermopyles, qui s'est déroulée en moins 480 avant Jésus-Christ, entre le mois d'août et de septembre, et qui a vu s'opposer certaines cités grecques contre la Perse. Parmi les belligérants, on retrouve Léonidas et ses 300 guerriers. Si cette bataille est parvenue jusqu'à nous, c'est notamment grâce aux travaux de l'historien Hérodote. Alors, quand j'ai annoncé ce sujet sur Instagram, j'ai eu une levée de boucliers. Certains m'ont dit, mais le Doc, c'est un blockbuster américain, va des rétro satanas, c'est pas sérieux, etc. Alors, il y a plusieurs choses à dire. Tout d'abord, 300 est en effet un blockbuster américain qui a un certain nombre de défauts, notamment d'un point de vue historique, puisqu'il y a des erreurs flagrantes, notamment par rapport au régime politique qui était mis en place à Sparte. Dans le film, il y a Léonidas qui est le seul roi, alors que dans la réalité, il y en avait plusieurs. C'était ce qu'on appelle une hiérarchie. Il y avait également aucun sénat à Sparte à cette époque-là, et dans le film, il y en a un. Bref, de toute façon, ce blockbuster contient également des éléments appartenant au fantastique, et c'est absolument pas une reconstitution historique de la bataille des Thermopyles. Mais dans cette vidéo, je vais me focaliser sur des idées qu'il y a dans ce film, des messages cachés, et surtout sur les leçons de Léonidas, parce que je suis certain que tu vas trouver chez certaines de ces leçons une sorte d'écho en toi et que tu vas valider certaines des idées qui vont être développées dans cette vidéo. Ainsi, je t'invite à t'affranchir du fait que ça soit un blockbuster américain, et j'invite celui qui n'a jamais vu un film étranger à me jeter la première pierre. Je vais la recevoir sans problème. Maintenant que tout ça c'est dit, on peut y aller. Tout d'abord, dans le film, Sparte est présentée comme une cité qui fonctionne à travers le levier de la violence. La violence est omniprésente dans Sparte. Très jeunes, les jeunes hommes, les jeunes garçons doivent user de la violence, s'entraîner très dur physiquement, se battre pour pouvoir devenir soldat. C'est-à-dire que chaque garçon est plus ou moins prédisposé à devenir un soldat qui va avoir comme mission la défense et la protection de la cité. C'est vraiment ce que tout jeune homme de Sparte va finir par faire. Les femmes ont quand même une place extrêmement importante dans le film, puisqu'elles sont presque vénérées. C'est le cas de Léonidas et du rapport qu'il entretient avec sa femme, parce qu'on part du principe que ce sont les femmes de Sparte qui donnent naissance à ces hommes valeureux et ces hommes guerriers. De ce fait, elles ont un rôle dans cette société qui est indispensable. Sans elles, il n'y a pas de nouveaux guerriers. Sparte, elle embrasse les conceptions de la realpolitik. Cet usage de la violence, elle le fait non pas pour le plaisir, mais parce que la cité a compris qu'elle évoluait dans un monde qui était complexe, que les guerres étaient fréquentes et que par conséquent il fallait se protéger. C'est-à-dire que l'usage de la violence dans Sparte, c'est le prix de l'indépendance et de la liberté. On est violent pour se protéger des autres cités, et notamment d'Athènes par exemple. Alors, bien sûr, il y a des failles qui sont immenses dans la société de Sparte. Par exemple, l'eugénisme qui est présent dès la naissance. Mais il faut comprendre que là, on parle d'une société qui date de moins 480 avant Jésus-Christ au moment du film. De ce fait, forcément, il y a des conceptions liées à la morale qui sont absolument pas les nôtres. À Sparte règne alors Léonidas. Il incarne parfaitement la figure, l'autorité de Sparte. Pourquoi? Parce que c'est un homme vaillant, fort, courageux, charismatique aussi. Il fait jaillir chez les autres ce sentiment profond de respect. Bref, il est adoré par son peuple. Et il faut savoir que Léonidas n'utilise pas la cruauté ou la violence gratuitement. Il ne le fait pas par pur plaisir. Ce n'est pas un tyran, il n'est pas sanguinaire. Il utilise la violence que quand les coutumes ou les traditions de Sparte ont été violées. Par exemple, au début du film, un messager perse arrive dans la ville
il dit qu'il amène de l'eau et de la terre, mais en réalité c'est la guerre qu'il vient semer. Et Léonidas lui pose l'avertissement qui est le suivant, c'est-à-dire que chaque homme à Sparte est responsable de ses propos, même si tu es le messager. En soi, à Sparte, il y a deux choses qui sont extrêmement importantes, le physique, la possibilité d'user de la force, de la violence, mais aussi le poids des mots. Et les mots ont un sens, une signification. Ils sont aussi importants que l'usage de la violence. C'est presque une dualité. C'est les deux faces d'une même pièce. Et d'ailleurs, tout le long du film, la plupart des mots que Léonidas utilise ont un sens, ils sont forts, ils ne parlent pas pour rien dire en somme. Et de ce fait, ce messager va insulter la femme de Léonidas et ses citoyens, et dans ce cas-là, Léonidas va décider de sévir en tuant le messager, et il le fait parce qu'il a violé cette loi, il a manqué de respect aux coutumes de Sparte. Il faut souligner que Léonidas, il coche toutes les cases de l'archétype du héros, que théorise notamment Jordan Peterson. C'est-à-dire le héros, c'est celui qui est capable de faire des sacrifices immenses. Et ici, c'est le cas, puisque Léonidas est roi, mais il est garant de la protection de ses concitoyens. Il doit les protéger face à l'envahisseur perse. Mais il a tout à perdre, Léonidas, sa fonction de roi, forcément, sa relation avec sa femme et son fils, puisque la mort est au bout du chemin, en somme. Alors il a beaucoup à perdre, Léonidas. Ainsi, pour Peterson, eh bien, un héros comme Léonidas incarne parfaitement cet archétype du héros antique, d'autant plus qu'il a une caractéristique supplémentaire, c'est la fidélité envers son épouse, puisque Léonidas aime énormément sa femme, il ne le lui dit pas. De toute façon, Léonidas c'est quelqu'un qui est dans la pudeur, il n'est pas dans les démonstrations excessives, et on verra cette idée un peu plus loin dans la vidéo. Alors, forcément, Léonidas, il respecte en tant que roi les coutumes, il est garant de ces dernières, mais il est aussi soumis à ces mêmes lois, ces mêmes traditions, etc. Dans le film, par exemple, il doit à un moment donné aller voir les Éphores. Les Éphores, ce sont des sages, pervers, lubriques, mais qui appartiennent à l'histoire de Sparte, c'est vraiment dans la tradition. Et en fait, il doit demander l'autorisation des Éphores pour aller faire la guerre contre les Perses. Et ces derniers lui disent que c'est tout simplement impossible parce qu'il va y avoir en août les fêtes religieuses. Et de ce fait, Léonidas ne peut pas défendre Sparte. Alors, plus tard dans le film, on comprend que les Éphores sont achetés, ils sont achetés par l'argent perse, c'est-à-dire qu'ils sont corruptibles, ils ne sont animés que par le veau d'or, que par l'argent, et rien ne compte, Sparte les intéresse peu. Et alors à ce moment-là, Léonidas se retrouve dans un dilemme qui est le suivant, est-ce qu'il doit respecter la tradition, la parole des Éphores qui sont respectés, la coutume, les lois de Sparte, dont il est lui-même le protecteur, ou alors il doit violer ces règles, s'affranchir de ces dernières pour pouvoir protéger sa cité. De ce fait, il y a une confrontation dans le film entre la religion, entre les lois, ce qui est écrit, plus ou moins ce qui est consacré, et des idéaux qui nous dépassent en tant que simples individus. Léonidas part en guerre avec ses 300 hommes, et lui, il est dans cette idée qu'il est capable de se sacrifier pour chacun de ces hommes. Et inversement, ces hommes sont prêts à se sacrifier pour lui. Mais qui est l'ennemi en face? Eh bien, ce sont les Perses et notamment Xerxès. Alors, Xerxès, c'est une sorte de roi, d'empereur, c'est pas précisé dans le film, mais c'est surtout un individu qui se prend pour Dieu. Il est convaincu que c'est une divinité et en fait c'est lié à cette volonté d'expansion territoriale puisqu'il part du principe que puisqu'il est le Dieu de cet univers-là, eh bien tous les peuples sur la planète sont soumis à son autorité et de ce fait tout lui appartient et tout le monde doit se soumettre à Xerxès. C'est-à-dire que vraiment dans ce choc des civilisations, on a deux idéaux qui s'affrontent, un monde libre où il y a un rapport entre les hommes de respect mutuel et par contre à côté de ça on a Xerxès qui souhaite une domination, une hiérarchie qui est disproportionnée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de hiérarchie à Sparte, il y en a une, mais cette dernière est aussi basée sur un rapport de confiance, de fidélité et de profond respect, ce qui n'est pas le cas avec Xerxès puisque ce qui règne avant tout c'est la peur. Alors se pose une question, pourquoi les hommes de Xerxès sont-ils si mauvais au combat? Eh bien parce que ces derniers ne se battent pas pour défendre leur terre, leur patrie,
leurs enfants ou leurs femmes. Non, non, c'est la peur qui les anime. Ils se battent parce que ce sont des esclaves. Xerxès leur demande de se battre et ils doivent appliquer les ordres bêtement. Alors que les Spartiates, eux, se battent pour défendre leur terre, leur patrie et pour l'honneur du guerrier. Et c'est tout en fait, il n'y a pas à tergiverser. Xerxès, lui, il pense que tous les hommes peuvent être achetés. Tout le monde peut être corruptible. Et c'est pour ça qu'il propose à Léonidas monts et merveilles si ce dernier accepte de baisser les armes. Mais là, on n'est pas sur le même rapport d'individu, puisque Xerxès pense que toutes les personnes sont en recherche de jouissances matérielles, de prestige, etc. Alors qu'en réalité, Léonidas, tout ce qu'il veut, lui, c'est se battre pour des grands idéaux, des grands principes, la défense de son foyer, de sa patrie et pour l'honneur. Et il ne peut jamais être acheté, même en lui proposant des choses incroyables. Et c'est ce que fait Xerxès, parce qu'il essaye de l'acheter, mais il n'y arrive pas. Et en soi, 300 me fait penser au film Les Incorruptibles de Brian De Palma. Alors qu'est-ce que c'est Les Incorruptibles? Eh bien, c'est l'histoire de Elliot Ness qui crée une équipe de plusieurs policiers incorruptibles. On retrouve notamment Sean Connery dans ce film. Et ces derniers luttent activement contre Al Capone dans un Chicago complètement gangréné par le crime, puisque c'est soit tu es acheté, soit on te tue. Et les incorruptibles, eux, décident de prendre tous les risques pour faire tomber Capone, alors qu'ils risquent de mourir à tout instant, puisqu'ils sont incorruptibles. Mais ils le font. Pourquoi? Pour une idée de justice, pour une idée qui est plus importante que leur simple vie. Et d'ailleurs, il y a un dénominateur commun dans ces deux films, c'est que ça soit Léonidas ou Elliot Ness dans Les Incorruptibles, eh bien les deux transgressent les règles, sont capables de violer la loi, de violer les règles établies pour arriver à leur fin, c'est-à-dire réussir à mettre en déroute les troupes de Xerxès ou bien à éliminer ou mettre en prison Al Capone. Et ça, cette idée, ça doit résonner en nous parce qu'à une époque où les gens se vautrent dans le confort matériel, qui veulent consommer toujours plus, il faut être capable de savoir dire non, ne pas se faire acheter parce qu'il y a des idées pour lesquelles en fait on veut se battre et qui valent la peine, beaucoup plus que du simple matériel. D'ailleurs, on voit bien que l'exercice du pouvoir entre Xerxès et Léonidas n'est pas le même. Xerxès est vulgaire, il a des apparats clinquants, beaucoup de bijoux, il surjoue un petit peu, il est vraiment dans cette idée bling bling, le roi opulent un petit peu. Alors que Léonidas, lui, eh bien, il est dans un simple appareil, il n'a pas d'attributs plus que les autres. La seule chose qui le distingue en tant que chef sur le champ de bataille, c'est son casque sur lequel il y a une coiffe au-dessus. Et c'est pas le cas des autres. Mais à part ce détail-là, eh bien, il se bat avec ses hommes comme les autres, alors que Xerxès, lui, est sur son trône et qu'il donne des ordres. Alors vraiment, on voit que l'exercice de la politique n'est absolument pas le même entre Léonidas et Xerxès. Mais ce qui montre le mieux ce choc des civilisations dans le film, c'est le personnage de Phialtès. Phialtès, qui c'est? Eh bien, il est né à Sparte, mais il est né infirme, il est bossu, il ne peut pas lever son bouclier, il manque de force, et son père, avant lui, était un Spartiate, il était dans les rangs militaires. Ses parents lui ont toujours dit qu'un jour il serait combattant pour Sparte, etc., ce qui était impossible du fait de son handicap. Il décide d'aller voir Léonidas, il lui montre notamment à quel point il sait bien manier la lance. Léonidas est impressionné, il lui demande alors de lever son bouclier. Or, Phialtès n'y arrive pas du fait de son handicap, et Léonidas lui explique qu'il manie bien la lance, mais que dans le principe de la phalange, eh bien, tu dois protéger l'homme qui est à tes côtés, de l'épaule, il me semble, jusqu'à la cuisse, et si tu peux pas lever ton bouclier, et s'il y a une faille dans la phalange, eh bien, c'est tout le monde qui risque de mourir, et il ne peut pas prendre ce risque. Mais il dit à Phialtès qu'il peut aider, il peut servir Sparte, et bien notamment en aidant les blessés, en leur donnant de l'eau ou en les soignant. Mais là, Phialtès, il adhère pas du tout, il rage parce que il dit que ses parents lui ont menti, il a nourri en fait ce souhait, il est animé par un profond ressentiment, et Phialtès décide d'aller voir Xerxès en lui donnant une information capitale, c'est-à-dire la possibilité de contourner par un certain chemin les Spartiates et ainsi gagner cette bataille, puisque les troupes perses se cassent les dents depuis déjà
plusieurs jours, hein. C'est une boucherie. Xerxès alors promet monts et merveilles à Phialthès, de l'argent, des femmes, un rang dans son armée, etc. Mais à condition qu'il se soumette, à condition qu'il s'agenouille devant Xerxès. Et là, on voit parfaitement la confrontation entre ces deux civilisations. D'un côté, Sparte, qui certes, eh bien, les hommes naissent inégaux, tout le monde n'est pas pareil, tout le monde ne peut pas être soldat, mais au moins tu peux aider, tu peux apporter, tu as ta place dans la société, mais au moins tu es un homme libre, tu exerces ce que tu dois faire pour Sparte, mais en tant qu'homme libre, tu peux faire absolument tout ce que tu veux dans la mesure où tu fais partie de Sparte. Mais de l'autre côté, on a Xerxès qui va te donner de l'or, de la jouissance, de l'hédonisme, mais en échange de la soumission. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un rapport qui est très différent entre les Spartiates pour qui il y a une idée supérieure, il y a des valeurs à défendre, c'est notamment la liberté, on est libre et on se bat libre et on meurt libre, et de l'autre côté la soumission dans l'opulence mais en reniant complètement tes valeurs. Et d'ailleurs à la fin, Léonidas, quand il voit Phialthès qui a décidé de le trahir, et Phialthès qui lui dit mais baissez les armes Léonidas, il lui dit alors, j'espère que pour toi, Phialthès, que tu vivras éternellement. C'est-à-dire que tu vivras dans cette honte éternelle. Il ne lui souhaite pas la mort ou de souffrir. Non, non, il lui souhaite vie éternelle pour qu'il puisse vivre dans cette honte. Et on voit que Phialthès a honte de son geste. C'est le Judas des Spartiates en somme. Alors forcément, à partir de ce moment-là, Léonidas sait que, eh bien, il s'est fait trahir, que c'est terminé, que les Perses vont forcément gagner parce qu'il perd tous les jours des hommes, et qu'à un moment donné, eh bien, c'est un barreau d'honneur. C'est juste pour aller jusqu'au bout et lutter jusqu'à la mort. Mais ils ne gagneront pas cette bataille. Alors Léonidas décide, la veille du dernier jour du combat, d'aller voir Dilios. Dilios est l'un de ses soldats, celui qui a le plus d'éloquence, et il lui demande une mission capitale. Dilios n'ira pas au combat demain, il va devoir ainsi retourner à Sparte, il quitte le champ de bataille, et il va aller à Sparte pour raconter l'histoire des 300. Pour raconter le sacrifice de Léonidas et de ses hommes. Alors Dilios, au début, il ne veut pas y aller. Il ne veut pas parce que lui c'est un Spartiate, il veut se battre, il veut faire comme les autres, il ne veut pas être un lâche. Mais en réalité, Léonidas a compris quelque chose de très important. Il a compris que le sacrifice n'était rien sans qu'il y ait cette idée de transmission, sans qu'il y ait l'histoire derrière. C'est-à-dire que si Dilios meurt avec Léonidas et les autres, personne ne sera au courant du sacrifice de Léonidas et des 300. Dilios, c'est cette idée de transmission, c'est celui qui va raconter l'histoire, qui va raconter le sacrifice. Et c'est en soi l'étincelle qui va provoquer ce feu et qui va tout simplement faire qu'une partie des Grecs vont décider de se soulever contre les forces de Xerxès. Dilios, il a cette mission qui est capitale, celle de la transmission, qui fait qu'après on rentre dans l'histoire, on rentre dans la légende. Et d'ailleurs, Xerxès a très bien compris ce risque-là, puisqu'à un moment donné, lorsqu'il a une discussion avec Léonidas, il lui explique qu'il va détruire l'histoire de Sparte, que plus personne va connaître cette cité, qu'il va effacer le souvenir même de cette dernière, que tout le monde oubliera le nom de Léonidas et des 300. C'est son but parce qu'il a très bien compris que eh bien, le sacrifice de Léonidas, c'est certes une défaite militaire dans un moment A, mais ça va créer eh bien, une sorte de, presque on pourrait dire de propagande, de légende qui va galvaniser le peuple entier de la Grèce et qui va décider de se soulever et de se battre. Et c'est ça qui est extrêmement important, c'est cette idée de transmission. On donne aux générations futures un espoir, un message qui va les galvaniser pour d'autres combats. C'est-à-dire que le combat de Léonidas et des 300, cette cause perdue, ce combat contre David et Goliath, eh bien en fait, il va trouver un écho chez tous ceux qui peuvent perdre espoir dans certaines luttes. La garde meurt, mais elle ne se rend pas. C'est vraiment cette idée. Les 300 meurent, mais ils ne se rendent pas. Ils vont jusqu'au bout, parce que c'est leur honneur, parce que c'est la défense de leur patrie, parce que c'est pour des grands idéaux qui nous dépassent, nous, notre simple existence, et que à partir de leur sacrifice, eh bien, il y a un grand mouvement qui va se mettre en place, qui va voir le jour,
et qui va potentiellement sauver la Grèce des mains de Xerxès. Et c'est là que 300 nous dévoile des messages qui sont très intéressants, la défense de la patrie, la défense de ce que l'on aime, de nos proches, de notre foyer, de notre culture, la défense également de certains idéaux qui nous dépassent, et c'est ça que nous montrent Léonidas et les 300 avec leur barreau d'honneur, leur sacrifice ultime. Voilà les barons, j'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à aimer, commenter, partager, et nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle analyse. C'était le Doc, ciao les barons.